vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner au quotidien des acteurs de référence dans le domaine des ressources humaines, du talent management, mais pas seulement. Et on a voulu, pour ce podcast, vous offrir un moment privilégié avec certains de ces interlocuteurs qui vous partagent leur expertise sur un sujet de leur choix. Aujourd'hui, je reçois Philippe Cava, directeur général de la filiale Human Capital de Alexander Hughes. Et Philippe va nous parler de performance collective. Bonjour Philippe. Bonjour Chloé. Avant de rentrer de plein fouet dans la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, est-ce que Philippe, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es, ton parcours et ce qui t'a amené jusqu'ici aujourd'hui ? Philippe Cava, 64 ans. Je n'ai fait que le consultant dans toute ma carrière depuis l'ESSEC, mais dans différentes formes de consulting. Une première phase de conseil en stratégie, puis une deuxième phase de conseil en capital humain. Merci pour cette présentation. Et si on allait un petit peu plus loin, au-delà de ce que tu fais aujourd'hui dans ta carrière, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ce que tu as envie de partager ? Pour avoir un lien quand même avec le sujet du jour, la dynamique et la cohésion des équipes de tête à la tête des organisations, c'est un peu mon sujet fétiche depuis maintenant une trentaine d'années. À travers différentes structures de conseil, j'ai traité de cette question-là. Je suis un historique Bossard consultant devenu Gemini Consulting quand on a été le fruit d'une acquisition par Capgemini. Je travaillais déjà sur ces sujets-là. J'ai été le patron en Europe d'un cabinet canadien qui s'appelait Secor, dédié aussi sur ce sujet, ce qu'on appelait à l'époque leadership stratégique. Ensuite, j'ai été le patron du leader mondial de l'assessment DDI, dont le siège est à Pittsburgh, en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Puis j'ai créé au BCG, il y a 11 ans, la practice dédiée à ce sujet, qui s'appelait Leadership et Talent. Et enfin, depuis 3 ans, au sein d'Alexander Hughes, où je suis directeur général d'Alexander Hughes Human Capital. Donc c'est un peu un fil rouge dans ma carrière de consultant. J'ai cru un moment que ce qui était important, c'était la stratégie. Je me suis très vite aperçu que ce n'était pas compliqué d'élaborer une stratégie pertinente et que ce qui était compliqué, c'était d'avoir les hommes et les femmes capables d'exécuter cette stratégie, de l'imaginer, de la repenser, de l'adapter avec agilité. Et donc, d'où le virage que j'évoquais tout à l'heure, du conseil en stratégie vers le conseil en capital humain. Et mon fil rouge, c'est de dire que le leadership à haut niveau, c'est plus un sport individuel, c'est un sport collectif. Et donc, ce que j'adore, c'est accompagner des équipes de tête, COMEX, CODIR, conseil d'administration, pour une plus grande efficacité collective en équipe. Alors, c'est intéressant ce que à la fois, on comprend bien ton parcours pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent au leadership d'une façon générale, connaissent les structures dans lesquelles t'es passé. En même temps, tu réponds déjà à pourquoi est-ce que t'as répondu aussi spontanément sur le choix de la thématique, puisque à chaque fois qu'on interviewe un de nos interlocuteurs, on demande quelle est la thématique qui te passionne, et là, on a très bien compris pourquoi t'as choisi celle-ci aujourd'hui. Sur un sujet comme celui-ci, quelles sont tes grandes convictions de base finalement ? Sur quoi est-ce que tu t'adosses et quels sont les éléments qui sont toujours déterminants dans ton approche ? Une équipe performante ne l'est pas tout de suite. Ça se construit, une performance d'équipe au top niveau d'une organisation. Et plus on est à un niveau élevé dans l'organisation, plus c'est complexe de construire une vraie efficacité collective. Je suis un amateur de rugby, je suis ex-deuxième ligne de rugby. Le rugby, c'est vraiment un sport co par excellence. Les règles du rugby ont été inventées justement pour jouer en collectif et interdire l'individualité, parce que on risque sa vie si on joue trop individuel au rugby, si on n'est pas solidaire avec les autres. Donc j'ai quelques convictions sur ce qui fait l'efficacité d'un collectif. Première conviction, tout doit passer par une diversité des talents autour de la table. D'où mon deuxième sujet de prédilection depuis une trentaine d'années, qui est le sujet de la diversité des talents. Et quand je dis diversité, je veux pas dire seulement mixité, je veux pas dire seulement diversité d'origine, d'âge, mais je veux dire aussi et surtout diversité des styles de leadership. Plus on va avoir une grande diversité des gens autour de la table en termes de style de leadership, plus ça va être complexe de les faire travailler ensemble. Mais plus, si on y arrive, on peut atteindre des objectifs élevés en termes de performance collective. Donc, premier socle, je dirais, de la construction d'une dynamique et d'une cohésion d'équipe, diversité des talents autour de la table. Deuxième conviction, il y a une deuxième étape dans la construction de cette efficacité collective, c'est ce que j'appellerais un leadership partagé. Il faut que le leader de l'équipe, le patron, le directeur général, le président selon les cas, accepte de prendre le risque
de partager son leadership avec l'ensemble de l'équipe. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne en étoile, comme beaucoup d'entreprises, malheureusement, dans lesquelles le patron maintient des relations one-to-one avec chacun des membres de l'équipe de tête. Mais on peut pas dire que ce soit une équipe qui fonctionne en équipe. Et donc, ce leadership partagé, ça veut dire que, le patron de l'équipe accepte de partager son leadership et que, l'ensemble des membres de l'équipe acceptent d'être responsabilisés collectivement sur le leadership. Et puis, il y a une troisième condition sine qua non de la construction d'une efficacité d'équipe, c'est que quand on a obtenu la diversité, quand on a obtenu un certain niveau de leadership partagé, il faut une dynamique d'équipe. C'est un peu comme un voilier. Avant de prendre un virage, un voilier doit avoir de l'énergie, une certaine dynamique. Sinon, on risque de se rater dans le virement de bord. C'est pareil pour une équipe. Elle doit avoir une certaine dynamique. Et une certaine dynamique d'équipe, ça passe par une performance individuelle de chacun des membres de l'équipe, une crédibilité que chacun des membres de l'équipe doit acquérir pour que l'ensemble de l'équipe soit convaincu que cette personne est capable d'obtenir des résultats et d'être performante. Et c'est seulement quand on a atteint ce troisième stade d'une dynamique d'équipe qu'on peut penser au nec plus ultra de la performance de l'équipe, c'est-à-dire une cohésion d'équipe, une vraie cohésion d'équipe. Et une cohésion d'équipe, ça veut dire que on n'est plus seulement dans la performance individuelle, mais on est dans une vraie responsabilité partagée sur les résultats, qui sont collectivement fixés et admis, une stratégie qui est réellement partagée et un mode de fonctionnement qui est réellement partagé en équipe. Et là, on peut atteindre le nirvana d'une performance ou d'une dynamique et cohésion d'équipe. Ok, merci, c'est hyper intéressant. Et puis c'est vrai que j'avais une question pour toi. On se rend compte régulièrement que les entreprises s'interrogent beaucoup et investissent beaucoup sur le développement des individus et notamment des leaders d'une façon générale. Et parfois, on peut avoir le sentiment que l'intérêt qui est porté au développement collectif peut prendre une seconde place ou apparaître souvent derrière un premier enjeu qui va plutôt être la cohésion. Est-ce que tu as une idée de pourquoi et de ce qui se cache derrière finalement cet ordre de priorité ? Cet ordre de priorité, il est peut-être différent à différents niveaux dans l'organisation et à différents niveaux de leadership. Je me suis toujours partagé entre une approche individuelle et une approche collective et je crois que si on est à haut niveau dans l'organisation, on peut pas séparer les deux. Il y a pas de performance d'équipe au sens où je l'entendais tout à l'heure sans qu'il y ait une performance individuelle nécessaire de chacun des membres de l'équipe. Et ça ne sert à rien d'avoir une performance individuelle si on n'a pas une performance collective. Donc, autant quand j'étais un plus jeune consultant, je pouvais séparer les choses. J'avais des missions qui étaient d'ordre collectif, des missions qui étaient d'ordre individuel. Aujourd'hui, je considère que ça n'a pas de sens. Je travaille de plus en plus au niveau de COMEX ou de CODIR ou de conseil d'administration pour lesquels les deux problématiques ne me semblent pas dissociables. Donc, quand on va commencer à travailler avec un comité exécutif, par exemple, on va commencer par un assessment individuel de chacun des membres du comité exécutif, avec des outils merveilleux comme Hogan que tu connais un peu. Très bien. Et on va aussi travailler à l'assessment du mode de fonctionnement collectif de l'équipe. Comment l'équipe prend-elle des décisions? Comment l'équipe gère-t-elle des conflits, par exemple? C'est très clair. Et c'est vrai que... Alors, tu parlais de rugby tout à l'heure, mais on a pas mal d'exemples dans le sport. Je te laisserai aller sur les équipes qui te parlent le plus, où on se dit parfois qu'on peut avoir une équipe de très bons performeurs sur le plan individuel qui finalement derrière peut convaincre sur le plan collectif. On le retrouve aussi pas mal au niveau de l'entreprise. Comment est-ce que tu abordes ça, toi, quand tu interviens avec des équipes de ce type-là? Je travaille beaucoup sur la complémentarité et la compatibilité des différents membres de l'équipe. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Plus que l'optimisation de la performance individuelle de chacun des membres de l'équipe, il vaut mieux travailler sur la dynamique et la cohésion de l'équipe et donc sur dans quelle mesure les profils autour de la table sont complémentaires et dans quelle mesure les profils autour de la table sont compatibles. Lorsqu'il s'agit, il y a quelques années, de choisir un directeur général pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques, on avait déjà un président en la personne de Tony Estanguet, on n'avait pas de directeur général, et tout le monde n'était pas d'accord sur le choix du bon profil pour ce rôle. J'ai proposé une approche simple, qui était de dire, parmi les 70 candidats, puisqu'il y avait 70 candidats à l'époque, il faut étudier la complémentarité et la compatibilité avec Tony Estanguet, parce qu'il faut quelqu'un qui ait des qualités complémentaires de celles de Tony, mais il faut aussi quelqu'un qui soit compatible sur le plan des valeurs et de l'envie de construire une culture d'organisation commune de plusieurs milliers de personnes à créer sur un petit nombre d'années. Et c'est comme ça qu'on a sélectionné le directeur général du comité d'organisation des Jeux Olympiques, Étienne Taubois pour ne pas le nommer,
parce qu'il était à la fois le plus compatible avec Tony et le plus complémentaire de Tony. Du coup, on comprend bien si on se dit ensemble que à la fois tu vas rechercher de la complémentarité sur les modes de fonctionnement pour pouvoir tirer parti de la richesse de fonctionnement qui vont être différents, et à la fois sur le plan des valeurs, cette fois tu vas espérer peut-être un peu moins de diversité. En tout cas, j'espère un alignement des membres de l'équipe de tête sur une vision partagée de la culture qu'ils souhaitent créer ensemble. La culture d'une organisation ne sort pas d'un chapeau, elle résulte des styles de leadership des dirigeants de cette organisation. Et donc la première prise de conscience nécessaire au niveau d'un comité exécutif, par exemple, c'est de se dire que si on veut faire évoluer la culture de l'organisation que l'on dirige, il faut faire évoluer ses propres styles de leadership. Ce sont les leaders qui vont incarner une culture et qui vont la faire évoluer dans la mauvaise ou dans la bonne direction. Donc c'est ça qui compte à mon avis, c'est le fait qu'il y ait un consensus sur qui on est aujourd'hui, la culture Aziz, qui on veut être demain, la culture To Be, et qu'on travaille ensemble sur un plan d'action concret pour transformer la culture de l'organisation dans la bonne direction. Très intéressant, et je reprends le parallèle avec le sport parce que je sais que pour ceux qui nous écoutent, ça peut aussi être un autre moyen de décrypter ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une équipe justement sportive, et peut-être dans le rugby, mais libre à toi, que tu aimerais utiliser pour illustrer une partie de ces sujets-là? On pourrait évoquer l'équipe de Castres aujourd'hui, en rugby, top 14, dont beaucoup disent que chacun des membres individuellement n'est pas le meilleur en France à son poste, loin de là, mais c'est une équipe qui gagne très fréquemment par un collectif qui est incroyable et qui, je crois, n'a pas été défaite sur son propre terrain depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu observes du coup sur leur fonctionnement collectif, et peut-être qu'est-ce que tu sais de ce qu'ils ont mis en place justement pour travailler sur cette synergie? Un vrai projet partagé, collectif, une vraie envie de réussir ensemble, et finalement un engagement. Tout le monde dit que la performance durable d'une organisation, ça dépend de l'engagement de ses collaborateurs. C'est vrai aussi d'une équipe de rugby. La performance durable d'une équipe de rugby, c'est lié au niveau d'engagement. Si tu rentres sur le terrain en te disant que l'adversaire est plus fort, mais on va forcer plus fort que le plus fort, tu gagnes. Si je reviens dans le domaine de l'entreprise, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un projet concret que tu as pu réaliser dans l'accompagnement d'une équipe vers plus de performance collective? C'est toujours un peu délicat parce que c'est des sujets par définition confidentiels, mais un sujet qui n'est pas secret puisqu'il a été largement partagé dans la presse. On a accompagné Franck Gervais dans sa prise de direction de Pierre et Vacances Center Park, dans un contexte extrêmement délicat puisqu'il était le 10e directeur général à prendre ce rôle et les 9 précédents avaient échoué en un tout petit nombre d'années. Et Franck avait une conviction magnifique en arrivant dans le rôle que s'il voulait être l'exception à cette règle, il fallait qu'il soit capable de construire une équipe performante avec laquelle il partage une vision stratégique, il partage une culture cible, et on a travaillé de façon accélérée pour construire cette équipe, aligner cette équipe sur un plan stratégique, sur une culture cible, en commençant par un assessment bien sûr de l'ensemble des talents dont on pouvait disposer dans l'entreprise, en sélectionnant une équipe de tête et en accompagnant cette équipe de tête dans un projet dont on peut lire dans la presse qu'il a abouti puisque l'entreprise est aujourd'hui redressée, refinancée et partie sur un plan stratégique complètement différent de celui qu'elle connaissait par le passé, et apparemment ça lui réussit bien. Merci de partager cet exemple avec nous. On se rend compte qu'il y a aujourd'hui aussi des entreprises qui s'interrogent sur des approches collectives dans des phases de dysfonctionnement d'équipe, et comme d'ailleurs pour du coaching individuel, on le retrouve sur la dimension coaching d'équipe, c'est le point de démarrage dans des phases de dysfonctionnement. Est-ce que toi, tu repères d'autres tendances? Est-ce que finalement, dans ta pratique d'accompagnement d'équipe, on va te solliciter à d'autres moments clés comme point de démarrage? Il y a plusieurs moments critiques dans la vie d'une entreprise qui peuvent déclencher une réflexion de type dynamique et cohésion de l'équipe de tête. Les moments les plus flagrants, c'est bien sûr l'arrivée d'un nouveau patron. Ça peut être aussi une fusion-acquisition qui va restructurer les choses de façon drastique. Comment constituer une équipe de tête à partir de 2 équipes dans le cadre d'une fusion, par exemple. C'est aussi un changement drastique d'investisseurs, d'actionnaires, dans le cas d'investissement de fonds dans une entreprise.
C'est aussi une situation dramatique sur le plan économique qui impose des changements rapides. Finalement, il y a plein de raisons qui peuvent et qui doivent faire que on commence par l'essentiel, c'est-à-dire la dynamique et la cohésion de l'équipe de tête. Et je comprends qu'en fait, tu es beaucoup sollicité sur justement l'accompagnement des équipes de tête. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, les approches d'accompagnement de la performance collective sont encore réservées beaucoup justement à une élite et d'une façon générale au COMEX des entreprises? Est-ce que tu vois que ça tend aussi à se généraliser et à être mis à disposition d'équipes à d'autres niveaux des organisations? Je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là parce que je vois que ça cascade dans les organisations, c'est-à-dire que ce que l'on fait depuis des années au niveau d'un COMEX, il est tout à fait pertinent de le faire au niveau d'un comité de direction d'une business unit de l'entreprise ou d'une filiale. Et puis c'est tout à fait pertinent, un cran plus bas, de le faire au niveau d'une équipe commerciale, par exemple, qui travaille ensemble. Donc la logique que je viens de décrire, elle est valable quelle que soit la tête. Ça peut être la tête d'un petit morceau de l'entreprise, comme ça peut être la tête de l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est un premier sujet d'optimisme, c'est que je vois que ces sujets cascadent et sont perçus comme étant de plus en plus importants à tout niveau dans l'organisation. Deuxième sujet d'optimisme, c'est des sujets qui étaient plutôt réservés dans mon parcours depuis une trentaine d'années à des entreprises très matures en matière de conseil, c'est-à-dire essentiellement des entreprises du Fortune 500, du CAC 40 en France. Et je m'aperçois que depuis quelques années, et de façon accélérée, et encore accélérée probablement à cause de la période Covid, la problématique est aujourd'hui considérée comme essentielle par des entreprises de taille beaucoup plus petite, notamment des ETI familiales. Et c'est vrai que, du coup, sur d'autres types d'organisations, il y a une question qui nous interroge aujourd'hui, c'est qu'en est-il des startups, de ces entreprises qui grossissent à une vitesse très rapide. Est-ce que tu perçois qu'il y a également des demandes et un niveau de maturité dans ces environnements-là? Le niveau de maturité, il est souvent apporté par les fonds qui vont investir dans ces startups. C'est-à-dire que les start-upers eux-mêmes ne sont souvent pas suffisamment conscients de l'importance de ces sujets, me semble-t-il. Ils sont trop accaparés par une croissance extrêmement rapide et toutes les décisions qu'il faut prendre en un temps très court et une constitution d'équipe qui doit être extrêmement rapide. Les fonds qui investissent dans ces startups, eux, de plus en plus, sont vraiment au courant de l'importance de ces sujets du capital humain et vont les aider de plus en plus à structurer les équipes et à dynamiser les équipes de tête. Donc, c'est aussi un sujet d'optimisme, c'est que je vois que de plus en plus des fonds font appel à nos services pour aider les entreprises dans lesquelles ils investissent, et notamment les startups. Ok, c'est très intéressant. Et une question qu'on nous pose aussi régulièrement, c'est qu'en est-il des équipes interculturelles ou des équipes qui vont aussi travailler de façon éclatée en remote, etc. Est-ce que pour toi, on va adapter l'approche quand on se retrouve justement à travailler avec une équipe qui fonctionne sur des modes un peu différents? J'ai eu la chance dans ce parcours que je décrivais rapidement tout à l'heure de travailler pendant 7 ans comme patron de la practice leadership et talent du BCG. Et comme j'étais le patron mondial de la practice, j'ai travaillé dans toutes les géographies du monde sur ces sujets. Donc je traitais de la même question dans toutes les cultures et dans tous les secteurs d'activité. Pour moi, c'est pas plus compliqué de travailler avec une équipe extrêmement diverse. Je disais même tout à l'heure que c'était une condition sine qua non. C'est le début de la construction de la performance de l'équipe que d'obtenir la diversité la plus grande possible des membres dans l'équipe. Donc c'est encore mieux si on est dans une équipe qui est éparpillée géographiquement, culturellement. Ça permet de construire une performance d'équipe plus rapidement. Et c'est une question extrêmement pragmatique, et pour autant, on l'entend souvent en ce moment. Est-ce qu'il y a besoin de réunir cette équipe pour travailler avec? Et là, je pense vraiment physiquement. Ou est-ce que finalement, la façon dont tu vas intervenir dans ces accompagnements peut très bien se faire en virtuel? Comme tu peux l'imaginer, le Covid nous a obligés à transformer nos méthodes de travail. On a été bluffé par notre capacité d'adaptation, si je puis dire, et le fait qu'on ait été obligé de travailler de façon virtuelle et à distance sur tout un tas de sujets sur lesquels on n'imaginait pas par le passé que ce puisse être possible. Et aujourd'hui, ça m'amène à penser qu'on a fait des gains d'efficacité et de productivité absolument phénoménaux, et qu'il y a un tas de choses qu'on croyait devoir faire en face à face et en présentiel, qu'on fait aujourd'hui beaucoup mieux à distance, et de façon beaucoup plus efficace. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de choisir ce qu'on fait en présentiel et ce qu'on fait à distance. Et il y a des choses qu'on fait de façon beaucoup plus efficace à distance, et d'autres choses quand on va par exemple réunir au vert une équipe de tête pour partager
un projet stratégique ou une vision stratégique, il y a encore rien de mieux que le rendez-vous en présentiel. Qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller aujourd'hui à, je sais pas, un DRH, un directeur général qui aurait envie de développer la performance d'une des équipes de son organisation qu'il l'aurait pas encore fait? Commencer par un pilote modeste d'envergure qui permette de faire un diagnostic dans un cas concret sur une des équipes pertinentes dans l'entreprise. Ça peut être l'équipe d'une business unit, l'équipe à la tête d'une filiale ou peu importe. Et souvent, quand on voit l'utilité de ces démarches dans une des équipes de l'organisation, ça donne envie à l'ensemble de l'organisation d'appliquer cette démarche. Et c'est des démarches qui peuvent se démultiplier facilement. C'est quoi les premiers freins? C'est vrai que dernièrement encore, j'entendais dans une équipe de direction pourtant quelqu'un qui me disait « Oh là là, on nous invite encore à une démarche d'équipe, on en a fait beaucoup, on sait plus ce qui en ressort, etc. » Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça d'une façon générale et qu'est-ce que tu as tendance à identifier comme levier? Il faut aller au-delà du team building traditionnel. Toutes les équipes de tête aujourd'hui ont fait des dizaines et des dizaines de team building qui avaient pour objectif de commencer à constituer une certaine cohésion d'équipe. À la limite, c'était prendre le problème dans le mauvais sens par rapport à la hiérarchie des étapes que je proposais tout à l'heure. La cohésion, c'est la dernière étape. Et elle est totalement inutile si on n'a pas franchi les 3 premières étapes. Donc les démarches que je propose aujourd'hui sont très loin du team building traditionnel, mais sont vraiment, je pense, une approche de construction pas à pas d'une performance d'équipe. C'est donc pas complètement la mort du team building, c'est juste une question d'ordre. Le team building a encore de beaux jours devant lui et on continuera à en faire des centaines, mais ça ne me paraît pas suffisant. Dans les pires pratiques que tu as pu repérer, on en a tous avec lesquelles on est moins à l'aise, et parfois certaines qui sont assez populaires, quelles seraient celles que tu aurais envie de mettre en garde, en fait, quelque part, nos auditeurs? Les démarches team building totalement extraverties dans lesquelles on amène les gens à sortir de leur zone de confort, à faire des choses qui sont inhabituelles pour eux, voire à la limite du danger pour les mettre dans des situations. Il y a différentes façons d'apprendre et chaque dirigeant et chaque leader a ses préférences en matière d'apprentissage. L'histoire a privilégié un style d'apprentissage qui est totalement adapté à certains leaders extravertis, charismatiques, mais pas du tout adapté à l'ensemble des styles de leadership. Et donc il y a un tas de gens qui s'ennuient profondément dans ces séminaires de team building qui emballent le patron charismatique, mais qui embêtent tout le monde en dehors de lui. Donc arrêtons de faire ça si c'est pas si c'est pas adapté. Et je pense que c'est un bon message parce qu'effectivement on en entend encore beaucoup parler. J'aimerais juste revenir sur un point que tu mentionnais tout à l'heure. Tu disais que finalement tout passe dès le début par l'identification des talents et donc de la diversité des talents autour de la table. Est-ce qu'il t'arrive régulièrement de considérer quand tu arrives dans une équipe déjà constituée qu'il y a un manque de diversité? Et dans ces cas-là, comment est-ce que tu vas adresser ce sujet-là? C'est à peu près systématique, puisque par définition, les managers historiques dans une organisation ont eu tendance un peu par clonage à repérer des jeunes talents qui leur ressemblaient. Donc mécaniquement, si on n'intervient pas pour contrecarrer ces phénomènes, les organisations ont une tendance à concaténer des styles de leadership analogues les uns sur les autres. J'ai accompagné un grand groupe du CAC 40 pendant plusieurs années que je ne citerai pas, qui m'avait demandé de concevoir son programme avancé de leadership pour les cadres dirigeants, mais je n'étais pas en charge de la sélection de ces hauts potentiels qui rentraient dans ce programme. Et chaque année, je voyais arriver une bande de clones, des gens qui étaient tous des hommes, qui étaient tous des Français, qui étaient tous passés par les mêmes écoles en France, alors qu'on parlait d'une entreprise multinationale. Il n'y avait pas beaucoup d'étrangers dans ces équipes-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes, et ni de formation atypique, et l'entreprise considérait que c'était ça le meilleur de ses talents. Et donc, il faut contrecarrer ces phénomènes. Et pour avoir accompagné beaucoup de programmes de diversité d'entreprises du CAC 40 ou du Fortune 500 depuis quelques années, j'ai une conviction forte que l'initiative la plus efficace pour augmenter la diversité, c'est pas d'imposer des quotas, c'est pas de faire de la communication, c'est de disposer d'outils d'assessment objectifs pour repérer le talent là où il est. Et quand on va objectiver l'assessment du talent, comme par hasard mécaniquement, on va faire remonter la proportion de femmes, d'étrangers, de formation atypique, d'âge atypique
dans les pools de haut potentiel et on va pouvoir travailler sur un vivier qui a vraiment du talent. Je vois très bien de quoi tu parles, Philippe, ici aujourd'hui. Et c'est vrai que probablement il y a un côté moins confortable à sortir de ces clones avec lesquels on s'entend bien puisqu'on se reconnaît bien dedans. C'est plus compliqué, mais c'est plus performant si ça marche. Dernièrement, justement, le cas que tu cites, il me parle bien parce que je suis intervenue dans une équipe où c'est exactement le cas que tu cites. Même école, même type d'école, même type de profil, même type d'origine, même type d'expérience, etc. À partir de là, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que l'équipe est déjà constituée et tu te retrouves sur ce type de constat. Donc ça arrive régulièrement. Tu peux pas reconstituer l'équipe depuis le début. C'est quoi les suggestions que tu vas apporter? Il est jamais trop tard pour commencer à développer les bons talents parce que de toute façon, ça va prendre beaucoup de temps. Donc ça prend du temps d'adapter une équipe. Il va falloir qu'il y ait des départs, il va falloir qu'il y ait injection de sang neuf, il va falloir repérer les talents qui vont pouvoir constituer ce sang neuf dans l'équipe. Donc c'est des phénomènes lents et longs. Quand on parle de la transformation d'une culture d'organisation, le groupe en question que je critiquais tout à l'heure pour son manque de perspicacité dans la sélection des talents, j'ai continué à l'accompagner pendant 15 ans, il a fallu à peu près 15 ans pour qu'il comprenne comment sélectionner de vrais talents et commencer à obtenir des résultats en termes de diversité. Donc, comme c'est lent et long, il est urgent de commencer le plus rapidement possible. Et je pense que c'est une très bonne note de conclusion qui fait écho à beaucoup de choses qu'on se dit régulièrement sur les sujets de diversité. Non, on va pas trouver une solution immédiatement efficace qui va changer ce qui a été mis en place pendant un certain nombre d'années, mais il reste urgent de commencer, en effet. Merci beaucoup, Philippe. Je t'en prie. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site authentiquetalent.fr. Suivez-nous sur notre site authentiquetalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite. Au revoir.